Le Japon, c'est d'abord une histoire d'île, en face du continent asiatique. Cette condition d'îlien a certainement pesé lourd dans la très longue histoire de cette nation. Tantôt repliée sur elle-même, tantôt ouverte aux autres cultures, en gardant toujours son identité. La baie de Tokyo est un exemple de cette spécificité et de cette vitalité. Elle abrite la capitale la plus peuplée du monde, plus de 26 millions d'habitants. Ici, le passé et le présent se côtoient, la tradition et le modernisme se mélangent, avec toujours le même souci, l'efficacité. Faute d'espace, la conquête vers le haut a vu naître des forêts de buildings, mais c'est toujours vers la mer que se tournent les projets. L'océan est là, et les Japonais connaissent le chemin. Les premiers jardins de ces îles volcaniques, c'est la mer. Ce pays, depuis longtemps, est allé chercher sa nourriture en mer. Les Japonais sont les premiers consommateurs de produits de la mer au monde. Tous les produits de la mer. Poissons, coquillages, crustacés, algues, qu'ils soient vivants, frais, préparés ou séchés. Alors il est normal qu'à Tokyo, tous les matins, à 3 heures, ouvre le plus grand marché aux poissons du monde, Tsukiji. Mais il faut savoir que Tsukiji, il y a très longtemps, n'était qu'un tout petit port de pêche. Chaque jour, des tonnes de produits de la mer déferlent sur le tarmac de l'aéroport international baptisé port de Narita. Langoustes de Mauritanie, thon de Nouvelle-Zélande, huîtres des États-Unis, crabes de Russie voyagent ainsi en cargo jet. Poissons, coquillages, crustacés, pêchés dans les eaux froides, chaudes ou tempérées de toutes les mers du monde, suffisent à peine à satisfaire l'insatiable appétit des Japonais. Ils sont les plus gros importateurs, les plus gros consommateurs de poissons et fruits de mer de la planète. Pour écouler les immenses richesses de la mer, il fallait un lieu à la hauteur, aux dimensions gigantesques. C'est le marché de Tsukiji, installé au cœur de la capitale. C'est une petite ville de 23 hectares, grouillante, frénétique, où 15 000 personnes s'agitent dès 3 heures du matin. « 12 000 marailleurs possèdent de petites échoppes à Tsukiji. Ce sont les plus riches, les plus puissants revendeurs du Japon. Tsukiji a ses codes, ses rites, ses hiérarchies. Kiyoshi Otoyama et son associé font partie d'une caste vénérée, celle des marailleurs de thon. Le thon est le roi des poissons, la vedette de Tsukiji. Il représente à lui seul la moitié des ventes du marché. Une pièce rare de Tasmanie ou de Méditerranée peut atteindre 600 000 francs, voire plus. On comprend le soin particulier avec lequel les revendeurs examinent ce trésor. Ma clientèle cherche une qualité qui varie entre moyenne et haut de gamme. Je cherche des thons gras. Après, je pense au prix que je peux leur proposer. Si ça correspond au prix du jour, j'achète. La criée est une véritable course contre la montre. Chaque demi-heure, 200 thons au moins sont vendus. Il faut faire vite car le consommateur exige la fraîcheur et il ne faut jamais le décevoir. Kiyoshi travaille toujours sur commande. Pour aujourd'hui, un seul thon lui suffit.
Ce thon a été pêché au large de Tioki au Japon. Il est bien gras, mais pour en avoir le cœur net, il faut l'ouvrir. On peut toujours avoir des surprises. Cette pièce de 50 kilos, je l'ai payée 6 000 francs. Dans leur minuscule magasin, les marailleurs se préparent à recevoir les 50 000 clients, restaurateurs et gérants de supermarchés qui iront nourrir la capitale. Monsieur Tsubaki, propriétaire de Sushi Bar, est un client fidèle. Dans notre métier, tout est basé sur les relations de confiance. On m'a présenté ce magasin Daihachi, il m'a plu et depuis je ne l'ai jamais quitté. Monsieur Tsubaki possède un restaurant à Asakusa. C'est un quartier exigeant où il ne peut vendre que des produits de qualité. Tout dépend de la nature de la clientèle. Avec plus de 400 variétés de poissons, coquillages, crustacés, il n'y a que l'embarras du choix. Au sein de cette industrie des produits de la mer, des réseaux personnels, confidentiels même, s'établissent entre marailleurs et restaurateurs dans le seul but de satisfaire la clientèle. Au Japon, on ne dit pas que le client est roi, on dit que c'est un dieu. Je ne fais pas mon marché au hasard. Je pense toujours aux clients qui viendront manger chez moi le soir même. Je choisis en fonction de leur goût à eux, mais s'il y a quelque chose d'exceptionnel sur le marché, j'achète aussi. Les millions de tonnes de poissons et fruits de mer ne sont pas rapidement engloutis par un peuple vorace, mais plutôt honorés, dégustés, savourés. Ce qu'il y a de meilleur, de plus frais à Tsukiji, finit toujours sur le comptoir d'un sushi bar découpé en fines lamelles. Sur un lit de riz vinaigré avec un zeste de réfort, le cuisinier marie les couleurs et les espèces pour le plaisir des yeux et du palais. Les Japonais parlent d'extase. De loin, cette superstructure ressemble à un grand voilier, un navire immobile dont les voiles en béton et en acier sont en fait les bouches d'aération d'un tunnel sous-marin, Aqualine, qui traverse cette baie de Tokyo et qui, à quelques kilomètres de là, se transforme en pont aérien. Bien souvent, les Japonais associent prouesse technologique et recherche d'esthétisme. Mais la mer, c'est avant tout pour eux un espace à conquérir pour pallier l'exiguïté de leur territoire. Cette volonté de s'étendre au large est particulièrement forte ici à Tokyo. La mer, c'est la porte ouverte à l'imagination, aux défis, aux projets les plus fous. Premières impressions de Tokyo, une ville chaotique, confuse, presque inhumaine. Mais ce n'est qu'une illusion. Depuis toujours, elle s'organise de façon très logique à l'échelle des quartiers. Aujourd'hui, la mégapole saturée se tourne vers le large. Pour preuve, ce métro aérien, entièrement construit sur des territoires gagnés sur la mer.
Véritable poumon de la ville, les trains de banlieue inspirent puis expirent plusieurs millions de voyageurs par jour, selon une organisation et une ponctualité quasi militaire. Entre deux rangées d'attachés-caisses, Hachiro Yamauchi. Cet homme dans la foule est un architecte naval, mais il est surtout le responsable d'un projet qui a mis plus d'une décennie à voir le jour. Au départ, il y a un problème récurrent, un véritable casse-tête pour la capitale du Japon. L'aéroport international de Tokyo est saturé. Il n'y a plus d'espace dans la mégapole et il faut bien trouver une solution. Le groupe que dirige M. Yamauchi poursuit une idée fixe depuis le tout début. C'est aussi un rêve ambitieux. Démontrer que l'on peut atterrir sur les océans. C'est toute l'histoire de Megaflotte. Nous nous sommes lancés dans ce projet car nous savions que Tokyo avait l'intention de construire un nouvel aéroport international. Comme il n'y avait plus de place autour de la ville, on a pensé à gagner de la terre en mer. Mais le coût des travaux de comblement était trop élevé et trop long. Ici, la mer est profonde. En revanche, notre système de structure flottante était plus simple, plus rapide, moins cher. L'effort collectif mène tout droit à la réussite. C'est en résumé l'histoire de Megaflotte, une histoire bien japonaise. En quête de nouveaux débouchés et soucieux de maintenir l'emploi, les chantiers navals affichent clairement la devise. Qui ne change pas n'a aucune chance. C'est un peu brutal, mais ce sont bien eux qui sont à l'origine du projet. Malgré une sévère concurrence dans ce secteur de la construction navale, 17 entreprises décident de s'associer. Des dizaines de plateformes géantes sont alors conçues, suivant la même technique que pour la double coque des navires. Par la suite, il suffit d'assembler ces structures flottantes. Elles sont enfin amarrées à des pylônes fixés au fond de l'eau. C'est un jeu de construction géant. Encore fallait-il le finaliser grandeur nature pour prouver que ça marche. Financièrement, cela n'était pas possible de réaliser un tel projet tout seul. Donc nous nous sommes regroupés, d'abord afin de dépasser nos concurrents européens et ensuite afin de trouver une technique proprement japonaise. Au milieu de l'année 2000, c'est fait, une piste d'atterrissage flotte à l'entrée de la baie de Tokyo. Les commentaires parlent d'une première mondiale. C'est sans nul doute le projet d'une vie pour Hachiro, honorable ambassadeur dans le monde de Megaflotte. Et puis, logique nippone, on peut maintenant tout démonter. Le but a été atteint, ça marche. Ainsi, la piste disparaît dès le début de l'année 2001, et face au chantier naval de Yokosuka, il ne reste que 3 éléments dans l'attente d'une nouvelle destination. La piste s'étendait juste ici, là, entre ce pylône et sur environ 1 km vers là-bas, d'ici à là-bas. Vous voyez ? Tokyo ne s'est pas encore décidé à construire son nouvel aéroport, mais d'autres villes sont sur les rangs, comme Hong Kong ou Singapour. En tout cas, pour l'équipe de Megaflotte, cette plateforme dont le seul but était de décrocher des marchés est révolutionnaire à plus d'un titre et pourra servir à de multiples applications. Cette plateforme flotte grâce au procédé bien connu de la poussée d'Archimède. Là, il y a 3 mètres qui sont immergés, sous l'eau, complètement, et seulement 1 mètre se trouve au-dessus de l'eau. C'est comme ça qu'a été conçu Megaflotte. Megaflotte, prototype éphémère en baie de Tokyo, était presque un mirage. Mais il y a eu ces images pour fixer à jamais l'incroyable, ce petit avion qui atterrit en pleine mer. En attendant d'accueillir les gros porteurs sur une piste 3 fois plus longue, le Japon se tient prêt à relever le défi. Mais cette fois, on ne démontera plus. C'est promis.
Ici, dans le quartier de Harajuku, la rue appartient aux piétons. Les trottoirs sont toujours noirs de monde et les boutiques débordent. Et cet espace en est même devenu un lieu d'expérimentation pour les jeunes. Les jeunes qui, aujourd'hui, à Tokyo, s'inventent et se créent un nouveau look. Et parmi cette jeune génération, beaucoup se sont inspirés de cette envie d'anticonformisme pour pratiquer un sport apparu il y a quelques années sur l'archipel nippon. Température de l'eau 30 degrés, beau temps toute l'année, vague garantie. La pub ne laisse planer aucun doute, ici c'est le meilleur spot du monde. En plus, le voyage n'a pas coûté très cher, quelques milliers d'yens seulement. Il est 23 h au Wild Blue Yokohama, dans la banlieue de Tokyo. Et le surf après le boulot, ça le fait. Décor hawaïen, fausses plages de sable, bars, restaurants et surtout cette improbable machine à vagues, le tout sous une piscine géante et surchauffée à 2 pas du port. Tous les soirs, ces rouleaux appartiennent aux surfeurs de Tokyo et de sa banlieue. Ils adorent ça. Quand il s'agit d'innover, les Japonais ont toujours beaucoup d'imagination. Confirmation dans la rue où la tendance est au changement de look radical. Mini-jupe portée par tous les temps, talons échassiers, cheveux décolorés version Californie, si possible les yeux débridés ou la peau noircie comme un playboy hispano. Tout est là pour résister au costard-cravate gris tristesse. Visiblement, les jeunes ont une furieuse envie de ne pas ressembler à leurs aînés. Et l'histoire du surf au Japon, c'est d'abord l'histoire de ne pas faire comme les autres. Au Japon, le surf est devenu un phénomène de mode. À un moment donné, il y a une ruée vers ce sport, un peu comme avec la mode des pattes d'éléphant. Les fringues et le surf sont d'ailleurs l'un et l'autre très liés. Il n'y a pas si longtemps, c'était les années 70 qu'on voyait dans la rue. Et les longboards sur les plages. Les surfeurs qui viennent ici ont une mentalité à part. Ce ne sont pas des frimeurs. C'est un sport où il y a un vrai contact avec la nature. Alors pour ceux qui le font sérieusement, nous avons une expression en japonais. On dit qu'ils ont le cœur pur. Cette nuit, il a neigé sur Tokyo. En plein mois de janvier, ce n'est pas vraiment un temps à sortir une planche de surf. Quand même, les cœurs purs, ces authentiques surfeurs, ont affronté le froid, même un samedi matin. Ils sont là, Daisuke, Masaru, Takashi, en mission spéciale, trouvez le spot. Rendez-vous on the beach, boys. Well, she got her daddy's car and she cruised through the hamburger stand now. Green? かっこいい。かっこいい。 She forgot all about the library like she told her old man now. これ事務所に入ってる。 And with the radio blasting goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun. Les conditions sont exceptionnelles aujourd'hui. La dépression est passée hier et aujourd'hui, il fait beau, c'est comme en été. Kamakura, à 1 heure de Tokyo, quand ça roule, de l'autre côté de la baie. Niveau vague et décor,
Ce n'est pas Hawaï, c'est sûr. Mais c'est ce que l'on fait de mieux au plus près de la capitale nippone. Et surprise, la mer ici est noire de monde et les tontons surfeurs en ont fait leur spot. Moi, il m'arrive souvent de nettoyer la plage. Parce que mon rêve, c'est de faire du surf devant chez moi, tranquille et dans de bonnes conditions. Le surf dans les petites vagues, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Les cœurs purs japonais s'en sortent bien et ils ont même quelque chose de radical. 3 d'entre eux ont changé de métier uniquement pour s'adonner à leur passion. Ah, le surf pour moi, c'est pas seulement un passe-temps. C'est toute ma vie qui est organisée autour de ce sport. Je vais vous dire, c'est la seule raison pour laquelle je travaille dans un marché le matin. J'ai fait mon choix, c'est un style de vie. Plus de 3 heures dans l'eau, ça creuse. Les Nippon Beach Boys ont tout prévu. Le barbecue sur la plage, ça fait partie du style. D'ailleurs, pratiquer le surf est encore une façon d'exister différemment au Japon. Et le décalage n'est pas facile à assumer pour ces Japonais un peu hors normes qui prennent exemple auprès des surfeurs américains ou australiens. Disons que nous n'avons pas une très bonne image. Le surf est encore un sport marginal. Il s'écarte de la mentalité japonaise et n'a pas encore de reconnaissance sociale ici. En fait, la majorité des Japonais n'est pas encore sensibilisée à la cause de l'écologie marine, comme par exemple les problèmes de déchets ou la qualité de l'eau. Mais les surfeurs japonais, eux, se sentent concernés par tout cela. Samedi soir à Tokyo, la rue, les restaurants, les bars ne désemplissent pas. Jusqu'au dernier métro, jusqu'au bout de la nuit, ça aussi, c'est un sport japonais. La nightlife, comme ils disent. Et pour ceux qui ont une vraie passion, comme Daisuke et ses copains au cœur pur, il y aura sans doute beaucoup d'histoires à raconter. Les nouvelles planches, les prochains voyages, en Californie, en Malaisie, à Hawaï. Et surtout, demain soir, la piscine avec la super vague, Made in Japan. On s'y croirait vraiment. Loin du tumulte de la ville et de la vie, les habitants de Tokyo aiment à se réserver et à se préserver des lieux et des moments dans la journée propres à la quiétude et à la réflexion. Le thé, la cérémonie du thé est de cela. Le thé a été importé de Chine au XIIe siècle et il est resté un véritable symbole et un rite dans la vie du Japon. Ici, au cœur de Tokyo, dans le jardin impérial, il y a la maison du thé et les habitants de Tokyo y trouvent la sérénité, la quiétude et le raffinement.
cérémonie du thé, elle peut durer quelques minutes ou même quelques heures. Mais elle se déroule toujours dans un décor traditionnel, fait de cloisons de papier et de charpente en bois. Car vous allez voir qu'entre Tokyo et le bois, c'est une longue histoire. Dans la ville basse, un bout de Tokyo s'étend entre les canaux. Il fait bon s'y perdre et flâner à l'arrière des bretelles d'autoroute. On trouve encore à Ueno, Asakusa ou Kiba des maisons en bois qui encadrent ces ruelles. Mais elles sont de plus en plus rares car l'histoire a marqué les consciences. En 1923, Tokyo est en feu. Un terrible incendie va traumatiser la capitale. Une à une, les maisons en bois mitoyennes s'embrasent. Le feu se propage à la vitesse du vent. Plus de la moitié de l'habitat va disparaître en quelques heures. Le Japon est à la rue. Plus tard, et fort logiquement, on interdira définitivement de construire des maisons en bois. Mais ce matériau est en fait une vraie gourmandise japonaise. C'est une jouissance au toucher, chargée d'évocation et de sensations. Les Japonais, qui ont aussi le goût du passé, en raffolent. Peu étonnant donc qu'au détour d'un canal, on arrive sur une petite mer de bois. Mais très vite, on nous confirme que ce n'est presque rien, qu'autrefois, il y en avait 10 fois plus dans ces bassins. Autrefois, on croisait des bateaux comme le mien un peu partout. Tous ces bassins que vous voyez autour de vous, ils étaient couverts de bois qui flottait. Aujourd'hui, ils sont presque vides, mais jusque dans les années 80, on ne savait plus quoi faire de tout ce bois. Ça débordait de partout. On en avait tellement, à vrai dire, qu'entre nous, on plaisantait et on se disait qu'on allait occuper les bassins du palais de l'empereur. Kiba. En japonais, cela veut dire le bois. C'est aussi ce quartier à l'odeur de résine. En fait, Kiba était l'un des quartiers les plus animés de Tokyo. Et les embouteillages étaient plus souvent sur les canaux que dans les rues de la ville basse. Aujourd'hui, tout au fond de la baie, on trouve encore ces équilibristes sur l'eau. Ces hommes qui habitent la mer de bois toute l'année. Ils sont un peu à l'écart, vers les quais où l'on croise ces grands voyageurs de toutes les mers du monde. Et les arbres qu'ils déchargent ne servent plus à construire les maisons. De ce bois ordinaire, on fait de l'aggloméré, du contreplaqué, des soubassements. Ce ne sont pas des espèces nobles. Elles ne supportent plus le trempage dans la mer. Moi, mon boulot, ça consiste à décharger tout ce bois et à l'acheminer là-bas, vers les bassins de stockage au bout de la baie. Ils étaient quelques centaines à assurer ce petit transport il y a 20 ans. Aujourd'hui, il ne reste que 2 sociétés qui se chargent d'acheminer les billots depuis leur lieu de débarquement. À cette poignée d'ouvriers, on a donné le surnom de radeau. Ce métier, c'est pas compliqué, non. C'est pas dur de marcher sur l'eau. Au début, on apprend à faire le radeau, attacher le bois avec le marteau et les clous. Parfois, on tombe à l'eau, c'est vrai, mais jamais rien de grave.
Nous allons amener tout le bois dans un bassin de stockage et là, il ne sortira pas pendant un mois. Et pendant ce mois, il y aura un contrôle phytosanitaire et un contrôle des douanes. Ensuite, nous pouvons faire le tri et construire notre radeau. Enfin, on acheminera ce radeau vers tous les professionnels du secteur, c'est-à-dire les scieries et les industries de transformation. Le pin, le cèdre, le cyprès, le cryptomère, toutes ces essences et bien d'autres encore ont transité un jour en baie de Tokyo. Mais aujourd'hui, on ne massacre plus impunément les forêts du monde entier. Conséquence, le Japon n'importe plus autant de bois et désormais les espèces protégées sont traitées au sec et transitent par voie terrestre. Autrefois glorifiés, faisant même partie du folklore, les ouvriers radeaux vont peut-être disparaître. Tokyo est faite de béton et d'acier. Finalement, c'est tant mieux pour la forêt. Pour pouvoir faire vivre plus de 26 millions d'habitants, il a bien fallu faire quelques sacrifices. Et on a rapidement trouvé le moyen de gagner du terrain sur l'océan, sans oublier de préserver le rapport avec la mer. Comme ici, par exemple, cette plage, en plein cœur de la ville. Une plage totalement artificielle, sauf l'océan, bien sûr. Mais dans cette métamorphose du tracé de la côte, on trouve encore quelques irréductibles. Funabashi, cité dortoir à l'ouest de Tokyo. Dès 7 h du matin, une foule pressée part à l'assaut du centre-ville. Tout un quartier de Funabashi échappe à ces cadences urbaines, via un rythme décalé. On le trouve au pied du périphérique, au bord de l'eau. C'est le quartier des pêcheurs, un lieu de mémoire, des gens enracinés qui ont conservé des liens étroits avec le passé. L'endroit était autrefois un grand port de la baie. Issu d'une longue lignée de marins, Kazutoshi Ono est la figure emblématique des pêcheurs de Funabashi. Je vous emmène au temple dédié aux pêcheurs assassinés par les samouraïs parce qu'ils voulaient protéger leur zone de pêche. Chaque année, on organise une fête pour célébrer leur mémoire. Ce Bouddha a été offert par les sonneurs de Funabashi. À l'époque, de très nombreux bateaux pratiquaient ce type de pêche. Chaque nom est inscrit sur cette plaque. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 3. Les pêcheurs de Funabashi se sont baptisés les rescapés, les irréductibles. Dernier carré des gens de mer dans une ville qui dévore peu à peu leur territoire. Militant écologiste, Kazutoshi mène depuis 25 ans un combat inégal, mais acharné contre les spéculateurs de tout poil qui veulent transformer la baie en vaste zone industrielle. Comme tous les matins, il surveille de près ces bateaux reliés par une Seine qui traque le mulet en cette saison. Leur route croise celle des poids lourds des mers. Un danger permanent pour les pêcheurs de la baie. Lorsque nous suivons un banc de poissons, il arrive qu'un cargo nous coupe la route. Nous sommes alors obligés d'abandonner la traque, c'est fréquent. C'est la principale difficulté de la pêche. C'est à la fois dangereux et très frustrant. Pour moi, le problème de la baie, c'est la diminution des échanges des eaux entre l'intérieur et l'extérieur. Comme on a beaucoup bétonné, il y a moins de courant. Les sédiments s'entassent. Cela accélère la pollution des fonds. Nous chassons des poissons pélagiques. Ils ne vivent pas ici, ils ne font que passer dans la baie. Et il n'y a pas de problème de pollution.
La baie de Tokyo est le royaume de la marine marchande. Chaque jour, 770 navires entrent et sortent. Pour développer le commerce maritime, favoriser l'activité industrielle, la préfecture de Tokyo a depuis le début des années 60 une obsession: gagner du terrain sur la mer. 95% des côtes de la baie ont été comblées, bétonnées. Des terrains au bord de la mer valent une fortune. Les autorités de Tokyo ont racheté à prix d'or la plupart des ports de pêche. Funabashi devait connaître le même sort. La mairie s'était laissée tenter par les offres alléchantes des spéculateurs, mais par deux fois, les projets ont été reportés. 470 bateaux sont basés à Funabashi. Ce sont de petites embarcations pour la plupart qui appartiennent à des producteurs d'algues. Il ne reste que 3 armateurs. Kazutoshi possède 5 sonneurs et fait travailler une quarantaine de personnes. Moi, je ne suis là que pour distribuer les salaires. Depuis 25 ans, je lutte contre tous ceux qui veulent combler la baie, mettre de la terre à la place de la mer pour se faire du fric. Moi, je voulais changer cette mentalité. Je voulais qu'à l'étranger, on nous perçoive, nous les Japonais, comme des gens respectueux de l'environnement qui savent gérer la mer. Ça me motive. Mais la réalité est bien différente. Mon clan vit depuis plus de 3 siècles grâce à la baie de Tokyo. Pour nous, elle est irremplaçable. Elle n'est pas seulement notre gagne-pain, notre lien avec la baie est affectif. Si je devais arrêter mon activité, ce serait un véritable déchirement. Au large de la plage de Funabashi, la zone de Sawanze est le symbole de la lutte des pêcheurs. C'est pour elle que sont morts les ancêtres de Kazutoshi, assassinés par les samouraïs à l'époque d'Edo. Cette étendue peu profonde au fond sablonneux est propice à la culture des algues nori qui se pratique depuis des siècles. Aujourd'hui, les producteurs d'algues sont équipés de barques à fond plat transformées en moissonneuses automatiques. Cette zone naturelle a failli disparaître sous des tonnes de terre et de béton. En protégeant ce lieu sacré pour les pêcheurs, Kazutoshi est devenu le gardien de la mémoire de ses ancêtres. Un gardien vigilant. J'ai toujours autant d'inquiétudes car les mentalités n'ont pas vraiment changé. Cette zone attire encore la convoitise de ceux qui n'ont aucune conscience de l'environnement. Cet endroit préservé est en sursis. Moi, j'ai contribué à gagner du temps. Chaque fois que je pensais que c'était fini, la chance nous a servi. Le choc pétrolier de 1973, la récession économique des années 90 ont stoppé les travaux de comblement. J'ai juste permis de gagner du temps. Du temps où Tokyo n'était pas encore la capitale du Japon et s'appelait Edo, il y a un siècle et demi, on circulait beaucoup sur ces canaux à l'intérieur de la ville. En fait, la majorité des échanges commerciaux se faisaient sur l'eau. Et puis, progressivement, la route a remplacé la mer. Certains de ces canaux ont été totalement recouverts et interdits à toute circulation.
Mais si l'on prend la peine de se perdre dans certains de ces bras de mer, on peut être parfois surpris par un drôle de vacarme. Un vacarme bien connu des parieurs japonais. Kyoté sonne comme l'argent, la vitesse et le rêve. C'est un véritable sport, un grand spectacle, une excentricité nippone. Et si l'on aime Kyoté, on peut le retrouver en super-héros de manga. Les adolescents raffolent des aventures de Kyoto Boy, une sorte de Michel Vaillant japonais lancé sur l'eau à près de 100 km/h. Mais les héros de bande dessinée existent aussi en vrai, nous les avons rencontrés. Et pour être pilote, il faut commencer par accepter certaines règles. Les jours de course, la discipline commence dès l'aube avec une séance de gym autoritaire. Nous n'avons pas de restriction de liberté. Nous sommes simplement bien encadrés et cette discipline est nécessaire. Le but de ce jeu qui est assez violent, c'est que l'on puisse donner le maximum, tout en respectant les règles de sécurité et l'égalité entre pilotes. Pour y parvenir, nous devons coller au règlement. À la pesée, les pilotes affichent entre 47 et 58 kg et mesurent moins d'1,70 m, format jockey obligatoire. Quant au terrain de jeu, c'est un bout de mer dans le quartier d'Iwajima. Tous les bateaux sont strictement identiques. La veille, ils sont tirés au hasard, comme les moteurs, par souci évident de neutralité. Reste à faire les réglages. Avant d'être un bon pilote, le Kyoto Boy est un as de la mécanique. 9h du matin, Matsumoto, champion en herbe, met les mains dans le cambouis. Il faut exploiter au maximum la capacité du moteur. C'est capital pour la course. Alors, pendant les séances d'essai, les pilotes s'isolent et s'occupent de ce minuscule objet, l'hélice. On affûte sa lame, on rectifie sa courbe, on efface toute impureté de ce bout de métal presque insignifiant. À part le talent du pilote, c'est lui qui fera la différence. « 10 heures. Les héros sont concentrés avant les premières épreuves de la matinée. Au bout de la ligne droite, il y a beaucoup d'argent à gagner. Quand on est bon, ça change la vie. Aujourd'hui, je suis à fond dans ce que je fais. Je n'ai pas de projet à long terme. Mais je suis conscient aussi que c'est un métier que l'on ne peut pas faire éternellement. Tout l'argent que je gagne en ce moment, cela me servira de capital pour ma deuxième vie, après celle-là. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire après. Je vais y réfléchir. Aujourd'hui, il y a 12 courses à Iwajima. Matsumoto va s'élancer 2 fois. S'il gagne, il sera riche dès ce soir. Mais il ne sera peut-être pas le seul. Côté jardin, les pilotes courent pour la gloire et l'argent. Côté cours, le Kyoto, c'est l'enfer du jeu. Une sorte de tiercé sur la mer. On parie sur 6 numéros, dans l'ordre ou le désordre. On parie sur des hommes et leurs machines, ça rassure, c'est simple et ça plaît à tout le monde. Résultat, le Kyoto dans les quartiers populaires de la capitale nippone fait un véritable malheur. La mise de départ, c'est 100 yens. Moi, tout à l'heure, j'en ai mis 400 sur le tapis et ça m'a rapporté 7600. Évidemment, il faut gagner et c'est tout. Vous savez, dans ce pays, on est très joueurs. Tous les jours, et où que l'on soit, on peut toujours parier au Japon. Moi, le premier, lorsque je ne parie pas sur le Kyoto, je joue au tiercé.
Surtout quand la compétition est relevée. Mes parents étaient des fanatiques de Kyotei. Depuis tout petit, ils m'ont amené voir des courses. Et ça m'a pris à ce moment-là. J'ai toujours eu envie de devenir pilote professionnel. Maintenant, ça fait 2 ans que je fais ce métier. C'est la course. Il y a parfois des accidents, sans gravité, mais ça fait partie du spectacle. Aujourd'hui, les conditions de course étaient difficiles à cause du vent de face. Oui, mais je suis content quand même de mes résultats. Premier, deuxième. Et j'ai suffisamment accumulé de points pour participer à la phase finale. C'est fini, on ne va pas plus loin avec la caméra. Pendant les 4 jours de course, les organisateurs protègent les pilotes, c'est la règle. En attendant, Matsumoto rêve comme tout le monde de remporter le casque d'or et le très gros chèque. Mais dans ce milieu fermé et discipliné, la modestie fait partie de l'apprentissage, qu'on se le dise. Moi, je ne me considère pas comme une star du showbiz. Mon rôle est comparable à celui d'un bon croupier de casino. Je suis un professionnel au service des clients qui sont les parieurs. Je suis leur serviteur et j'essaie de me plier à ce qu'ils attendent de moi. Le temple bouddhiste Sensoji, dédié à la déesse de la miséricorde, est le plus ancien temple de Tokyo. Nous sommes dans le quartier d'Asakusa, avec ses ruelles, ses maisons basses, avec ses multiples boutiques, ses restaurants, ses bars, ses cabarets. Asakusa est le centre historique de la capitale. S'il reste très peu de quartiers authentiques comme celui-ci, ce n'est pas la volonté des Japonais de se débarrasser des vestiges du passé, c'est une fatalité. Ce que construit l'homme est éphémère car ici la terre tremble. Le Japon est une zone de séisme. Au début du siècle, Tokyo a été entièrement détruite par un tremblement de terre. Aujourd'hui, la ville vit sous la menace d'un prochain cataclysme. Dans le collège d'Akikawa, au nord-est de Tokyo, des messages affluent de tout le Japon. Messages de soutien aux enfants de Miyake qui, depuis plus de 8 mois, sont exilés loin de leur île. La nature a été détruite. La mer aussi a subi des dégâts. Quand je rentrerai chez moi, rien ne sera plus pareil. La nature aura changé. Tout aura changé. Au mois d'août dernier, le volcan de l'île de Miyake s'est réveillé. Il n'a pas craché de lave, mais des tonnes de cendres et de gaz toxiques. Très vite, les enfants ont été évacués.
Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je resterai sur l'île, même si tout le monde doit être évacué à Tokyo. Mais mes parents m'ont ordonné de partir. J'ai pris le dernier bateau qui emmenait les enfants. Je suis partie seule, sans mes parents. J'étais très triste. Les 3800 habitants de l'île ont déjà vécu plusieurs éruptions volcaniques. En général, elles durent quelques jours et ensuite tout rentre dans l'ordre. Cette fois, ce n'est pas le cas. L'activité volcanique ne faiblit pas et une semaine après les enfants, toute la population est contrainte de partir à son tour. Huit mois plus tard, le volcan envoie toujours quotidiennement 40 000 tonnes de gaz toxiques dans l'atmosphère. Quand je suis parti, je pensais rentrer chez moi très vite. Mais j'ai appris par les médias que mon exil pourrait durer 5 ans. Maintenant, je suis très inquiet. Miyake fait partie de l'archipel d'Izu, un groupe de 7 îles situées à 180 km au large de Tokyo. Les hommes se sont accrochés à ces roches sombres, à cette nature rude, hostile. Après des années passées à Tokyo, Uno a choisi de revenir vivre sur son île natale, Miyake. Avant d'être contraint à l'exil comme les autres, il vivait de pêche principalement dans cette zone extrêmement poissonneuse, mais aussi extrêmement dangereuse. Miyake, Nijima, Ojima, toutes ces îles forment l'archipel d'Izu. Cet archipel se situe exactement entre deux plaques tectoniques, celle des Philippines et celle du Pacifique. Le mouvement de ces plaques provoque énormément de secousses et les volcans entrent en activité. L'éruption du volcan de Miyake se situe dans ce contexte. Depuis le réveil du volcan, l'archipel d'Izu tremble plusieurs fois par jour. 40 000 secousses ont été enregistrées depuis 8 mois. Personne n'a l'autorisation de débarquer sur Miyake, déclarée zone sinistrée. C'est donc sur l'île voisine, Kozu, que la préfecture de Tokyo, dont dépend l'archipel, a installé son PC de crise. Armées de terre et de mer, police, pompiers sont sur le pied de guerre. Les géophysiciens observent et tentent d'analyser, d'interpréter l'étrange phénomène de Miyake. Les caméras tournent 24 heures sur 24 sur l'île. Un sismographe enregistre la moindre vibration. Et au fond de l'océan, des dizaines d'engins mesurent d'éventuels mouvements de la croûte océanique. Les informations ainsi collectées sont envoyées à Jamstec, le centre de sciences et de technologie marine de Tokyo. Le professeur Kaneda dirige une équipe de 23 sismologues qui a mis au point un des meilleurs systèmes sous-marins d'observation des tremblements de terre. Nous les Japonais, nous avons complètement intégré le risque de séisme. Des petites secousses, ça ne nous ébranle pas. Mais après le tremblement de terre de Kobe, nous nous sommes rendus compte des dégâts que cela pouvait provoquer. Il est important d'avoir ça en tête pour avancer le plus rapidement possible dans nos recherches. La mentalité des Japonais est profondément marquée par les nombreux tremblements de terre qui jalonnent son histoire. Le plus meurtrier s'est produit dans la région de Tokyo en 1923 et a fait 143 000 victimes.
Chaque année, environ 100 000 secousses plus ou moins fortes sont enregistrées du nord au sud de l'archipel. Les Japonais ont depuis longtemps imposé des normes de construction antisismique, mais le tremblement de terre de Kobe en 1995, qui a fait plus de 6 000 morts, a choqué la population qui se croyait mieux protégée. Une population qui sait que le pire reste à venir. Le tremblement de terre de Kobe n'était pas très important sur l'échelle de Richter, mais il a fait beaucoup de dégâts car l'épicentre était sous terre. Mais nous savons que le prochain danger vient de la mer, où généralement les secousses sont beaucoup plus fortes. Il y a un intervalle de 100 à 150 ans entre chaque secousse sous-marine. Nous avons donc 50 ans devant nous pour prévenir le prochain séisme. Le Japon est une terre de séisme car il se trouve à la jonction de deux plaques, la plaque des Philippines et celle du Pacifique. Cette dernière plonge sous l'archipel et avance à la vitesse incroyable de 10 cm par an. Le frottement des plaques provoque inéluctablement des séismes lorsque la pression devient trop forte. Lorsqu'ils se produisent au fond de l'océan, ils déclenchent une vague géante que les Japonais appellent tsunami. Cette vague dévastatrice peut atteindre 30 à 50 mètres de haut et déferle sur le rivage à des vitesses de 500 à 800 km/h. Les sismologues sont formels. L'avancée de la plaque pacifique provoquera dans les prochaines décennies, dans la région de Tokyo, un séisme suivi d'un gigantesque raz-de-marée. Le réveil du volcan de Miyake pourrait être le premier signe d'une augmentation de l'activité sismique. Face à cette catastrophe annoncée, à cette menace qui pèse sur des millions de vies, les chercheurs envisagent toutes les solutions, même les plus délirantes. Moi j'ai un rêve, c'est d'empêcher les séismes en réduisant le frottement entre les plaques. Il suffirait d'injecter par exemple du gel, une mousse, un lubrifiant. Cette matière infiltrée dans la faille amortirait les chocs et donc éviterait ou atténuerait les tremblements de terre. Ça c'est vraiment mon rêve. En attendant, les habitants de Miyake se résignent à prolonger leur exil dans la capitale. Chaque semaine, Uno, le pêcheur, organise des classes de mer pour les enfants de l'île, pensionnaires du collège. Il les informe de ce qui se passe aujourd'hui. Au travers des photos qu'il prend régulièrement sur place, il raconte l'évolution de la nature. Une nature éternelle devant laquelle il faut s'incliner. Cette philosophie, Uno veut la transmettre afin d'apaiser l'angoisse de ses enfants qui ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. Moi je dis aux enfants que la nature est dynamique, vivante. Ce qui semble être une destruction peut être un accouchement, une renaissance. J'ai envie de rentrer chez moi à Miyake, mais il se passe là-bas quelque chose qui dépasse la logique de l'homme, et il faut l'accepter. Vous l'avez compris, dans cette baie de Tokyo, on trouve des histoires étonnantes et surprenantes. Le plus grand marché au monde de poissons, un aéroport flottant et des îles artificielles. L'histoire qui va suivre l'est tout autant. C'est l'histoire d'Akiko. Akiko a 33 ans, elle est mariée, mère de famille, elle est ingénieure. Et pourtant, Akiko n'a rien à voir avec l'image traditionnelle de la femme japonaise. Akiko est une championne. À Tokyo, les escalators sont plus longs et plus rapides que partout ailleurs. Les immeubles plus hauts, les galeries marchandes plus gigantesques, les foules plus denses. Et pour Akiko et son mari, la vie est plus intense aussi. Le couple ne quitterait sa ville natale pour rien au monde. Tokyo est au cœur des événements. Les informations circulent rapidement, on a accès à tout, on peut trouver tout ce que l'on veut. C'est pratique, je me sens bien dans cette ville.
Et puis on a une baie extraordinaire. Même si l'eau est polluée, c'est vraiment une chance, surtout pour une passionnée de pêche sportive comme moi. À 1 heure de chez moi, je peux sortir en mer, pêcher le bar. Il y en a plein dans la baie. Pour élever sa fille, Akiko a quitté son emploi d'ingénieur, mais elle n'a pas abandonné sa passion pour autant. À 3 heures tapantes, le lendemain matin. Le papa joue les babysitters et la maman est sur un bateau pour un concours de pêche auquel participent plus de 200 amateurs. Bonjour. L'objectif est le même pour tous, pêcher le plus grand bar possible en 5 heures de temps. On se dit qu'on est parti pour une belle balade au large, un dimanche à la pêche au grand air, mais ce n'est pas là qu'Akiko nous entraîne. Le terrain de chasse, c'est la zone industrielle, les eaux polluées des canaux. Akiko entame sa course contre la montre en compagnie d'Amio, capitaine professionnel. C'est la première fois que je sors avec ce capitaine. On s'entend bien. Moi, je propose mes endroits favoris, elle me propose les siens. Elle connaît la baie par cœur. Ça se passe vraiment bien entre nous. Pour attraper leur proie, les barres se cachent sous les fondations, comme ici, sous les piliers du pont d'autoroute. J'essaie de lancer ma cuillère au plus près, mais là, je commence à m'inquiéter. On a commencé il y a 1 heure et je n'ai encore rien pris. Mais bon, ça va venir. Allez, courage, on y croit. Oui, oui, on y croit. Vous les Français, je suis sûre que vous ne pouvez pas comprendre qu'on aille pêcher dans des endroits aussi sordides. Mais vous savez, moi je m'amuse comme une folle dans cette zone industrielle. 3 docks abandonnés, 2 raffineries, une centrale thermique, 6 piliers de pont plus tard, toujours rien. 4 heures se sont écoulées, Akiko est tendue. Les copains n'ont pas eu plus de chance. Mais Akiko, elle, a une réputation à défendre. Elle est championne de pêche sportive, a remporté de nombreux trophées, part régulièrement à Okinawa et Hawaï pour des compétitions de haut niveau. Elle ne peut se permettre de rentrer bredouille. C'est difficile le bar à ses humeurs. Il y a du courant, le bar se cache peut-être à l'angle là-bas. À 5 minutes de la fin du concours, la première, la seule prise de la journée. Un magnifique bar de 66 cm. Il est mesuré sur place, puis relâché. Le résultat sera communiqué ultérieurement aux organisateurs qui font confiance aux pêcheurs. Grâce à ce bar, Akiko remportera le 4e prix. L'honneur est sauf. Oh, que je suis heureuse. Ah, c'est vraiment le top du top. Je l'ai eu à l'extrême limite. Quelle émotion, je me sens monter au ciel.
Une telle émotion, ça m'est rarement arrivé. Bon, allez, je dois le relâcher maintenant. Bye bye. おめでとうございます。本当ね、最後本当に強いのは本当だった。Allez, super, on rentre. Voilà, notre escale dans la baie de Tokyo s'achève. Nous garderons de Tokyo l'image d'une capitale qui vit à l'étroit et qui gagne chaque jour du terrain sur l'océan, mais aussi l'image d'un pays où la mer est une culture, un besoin et même une nécessité. À vendredi prochain et bon vent. Stay, don't keep me.